Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse des finales de conférence Est 2017. Ça y est, on est dans le dernier carré et les deux côtés, côté conférence Ouest et côté conférence Est, la logique aura été respectée puisque le premier et le deuxième s'affrontent. Ça promet du côté de l'Est une affiche alléchante entre les Cleveland Cavaliers et les Boston Celtics. Je vous propose qu'on utilise les statistiques avancées pour vous donner toutes les clés pour comprendre les tenants et les aboutissants et les enjeux de cette série. L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'aller au-delà des intuitions, de dépasser le charlatanisme pour pouvoir vous donner des arguments qui sont sourcés, qui sont chiffrés, qui sont vérifiés pour que vous ayez vraiment toutes les clés pour comprendre cette série. Je vous propose une analyse toujours basé sur l'analyse de la répartition de la sélection de tir, l'analyse de la composition de l'attaque, et puis une fois qu'on a tout mis sur la table, qu'on a analysé les forces et les faiblesses de chacun, on regarde comment tout ça, ça match, et comment ces deux équipes confrontées l'une à l'autre, comment tout ça va s'articuler. Je vous propose qu'on commence avec l'analyse des rapports de force attaque-défense entre ces deux équipes. On a d'un côté la 3e meilleure attaque de la ligue face à la 12e meilleure défense, de l'autre la 8e meilleure attaque de la NBA face à la 22e défense. On a deux équipes qui sont relativement faibles au rebond qui vont s'affronter. On a deux équipes qui sont dans le ventre mou de la NBA pour ce qui est d'aller provoquer des fautes et d'aller tenter des lancers francs par rapport au volume de tir global tenté. On a également deux équipes qui sont, on va dire, dans le top 10, des équipes avec la meilleure gestion du ballon, donc le turnover ratio, donc c'est le pourcentage de perte de balle, deux équipes qui globalement gèrent bien le ballon, et puis on a deux équipes qui sont dans le ventre mou de la NBA pour ce qui est d'aller marquer des points en contre-attaque. Donc premier aperçu de cette confrontation, ça sera clairement une finale de conférence basée sous le signe de l'attaque. Des deux côtés, on a clairement une domination des attaques par rapport à ce que défensivement ces deux équipes peuvent proposer. Et puis au-delà de ça, on a finalement beaucoup de similitudes, beaucoup de similarités entre ces deux équipes dans les profils. Et ça promet vraiment une finale de conférence intéressante parce qu'on n'est pas dans des confrontations, dans des rapports de force qui sont extrêmement marqués, comme ça pouvait l'être par exemple entre les Spurs et les Rockets, où vous aviez une équipe qui aimait jouer à l'intérieur face à une équipe qui aimait tirer de loin. Là, on n'est pas du tout dans ce choc des opposés, on est vraiment dans un choc des jumeaux. Et ça va être passionnant parce que ça va être finalement à l'équipe qui va soit réussir à faire le mieux, ce qu'elle fait déjà très bien, donc va réussir à se surpasser, soit elle va réussir à compenser un petit peu sur ses faiblesses pour surclasser l'adversaire direct. Voilà, vous avez les grandes bases sur la table, les 4 factors sont présentés. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le détail de l'analyse de la sélection de tir des deux équipes, et puis ensuite on fera l'analyse de la structure de l'attaque de ces deux équipes. Je vous propose qu'on commence par l'équipe de Cleveland, champion en titre, tout seigneur, tout honneur, avec ce petit camembert de la répartition de la sélection de tir de Cleveland. Et vous remarquez tout de suite que cette équipe de Cleveland, elle tire énormément à 3 points. Vous voyez que vous avez un très gros pavé de tir ici avec les above the break 3, les tirs à 3 points qui sont en dehors des coins si vous voulez, et puis les tirs à 3 points dans le corner. Très gros pavé de tirs tentés à 3 points, pas mal également aussi de tirs à mi-distance, quasiment pas de paniers tentés dans la raquette dès lors qu'on est en dehors de la restricted area, donc dès qu'on est en dehors des premiers mètres vers le cercle, et puis après une agressivité vers le cercle, somme toute moyenne. Globalement, ce qu'il faut retenir des Cavs, c'est une des équipes de la NBA qui tente le moins de tirs in the paint. C'est par contre l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points dans les coins. C'est une équipe qui adore tirer dans les coins. Et c'est la deuxième équipe de la NBA avec le plus haut volume de tirs à 3 points tentés à pratiquement 40%. Ça veut dire que côté Cavs, on a 2 tirs sur 5 qui sont déclenchés
au-delà de la ligne à 3 points. Donc très clairement côté Cleveland, on est dans la NBA moderne entre guillemets où on va aller chercher de l'efficacité en attaque avec un gros volume de tirs tentés au-delà de la ligne à 3 points. Si on s'intéresse maintenant à l'adresse de cette équipe des Cavs, eh bien regardez, il y a énormément de orange, énormément de rouge. Il n'y a quasiment pas un endroit du terrain côté Cleveland où on ne fait pas mieux que la moyenne NBA pour ce qui est de la réussite au tir. Il y a juste dans l'axe panier à 3 points où on n'est pas très très bon. Et ces fameux tirs in the paint en dehors de la restricted area, la zone restreinte ici, donc c'est tout ça. Pareil, on n'est pas, par rapport à la moyenne NBA, on n'est pas top. Donc côté Cavs, on aime tirer en volume à 3 points et on a vraiment une belle réussite à 3 points au-delà de la ligne. Rappelez-vous, je vous avais montré ça quand on avait analysé la série Cavs-Raptors. Deuxième plus haut volume, on vient de voir, de tirs tentés à 3 points. Et cette équipe de Cleveland, elle a le deuxième meilleur pourcentage de la ligue de réussite au-delà de la ligne à 3 points. Et elle a le deuxième meilleur pourcentage de réussite dans la restricted area. Donc entre 0 et 1 mètre du cercle. Donc dans les deux compartiments du terrain où vous avez les paniers qui sont les plus rapporteurs en termes de points par possession, et bien vous avez cette équipe de Cleveland qui est classée comme la deuxième meilleure équipe de la NBA en pourcentage de réussite. Donc dès lors qu'il faut aller chercher des points à haut pourcentage, cette équipe de Cleveland, elle est extrêmement bien placée, elle est extrêmement efficace, et c'est pour ça que c'est l'une des meilleures attaques de la NBA. C'est dans cette capacité à aller chercher des paniers à haut pourcentage. Comment cette très bonne attaque, cette très bonne adresse match avec les capacités défensives de cette équipe des Celtics dans les tirs de champ? Eh bien, première chose qui saute aux yeux, c'est que pour la contestation des tirs à 3 points, donc plus vous êtes en bleu foncé, meilleure est la défense des Celtics. Eh bien, on constate que pour la défense des tirs à 3 points, les Celtics sont plutôt pas mal. Idem pour la protection du cercle, c'est plutôt pas mal. Dans les faits, cette équipe des Cavs opposée à la défense des Celtics. Les paniers tentés dans la zone restreinte, donc jusqu'à 1 mètre du cercle, c'est ce que Cleveland fait le plus en attaque. Les Celtics sont la 16e défense. Les tirs tentés à mi-distance, troisième chose que cette équipe des Cavs fait le plus, les Celtics 22e défense. Par contre, contestation des tirs à 3 points, troisième meilleure défense, celle des Celtics. Contestation des tirs à 3 points dans le coin gauche, left corner 3, troisième défense. Et pour la contestation des tirs dans le coin droit, 5e défense. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important d'avoir ça en tête? Parce que quand vous analysez comment cette équipe de Cleveland a gagné ses matchs, elle les a gagnés en étant extrêmement à droite à 3 points. L'équipe de Cleveland est une équipe qui est extrêmement dépendante de sa réussite dans les tirs à 3 points parce qu'elle en tente énormément et parce que l'essentiel de son attaque est structuré autour de la prise de tir à mi-distance ou de la prise de tir à 3 points. L'attaque de Cleveland est relativement basique, c'est pas une attaque où il y a énormément de mouvements sans ballon, il y a beaucoup de fixations balle en main avec LeBron James ou avec Irving qui essayent d'attaquer le cercle, et si la défense s'écroule sur eux, ils décalent sur des tireurs à 3 points qui sanctionnent. Donc, dès lors que vous voulez battre cette équipe de Cleveland, la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser, c'est la contestation des tirs à 3 points. Et regardez, c'est vraiment flagrant quand on regarde en saison régulière. Dans les 51 victoires de Cleveland, on a été à 41% de réussite à 3 points, alors que dans les 31 défaites, on a été à 34%. Ça veut dire que finalement, pour s'imposer, les Cavs, ils sont quasiment obligés d'être dans la réussite exceptionnelle à 3 points, parce que 41% de réussite à 3 points, c'est un pourcentage qui est absolument exceptionnel. Donc dès que Cleveland arrive à allier qualité, réussite au tir, et quantité, volume de tir à 3 points, ils sont injouables. Et ça s'est vérifié également en playoff. Regardez, au premier tour, 40% de réussite à 3 points, et au deuxième tour face aux Raptors, 47% quasiment de réussite à 3 points. C'est pour ça qu'ils ont
était injouable. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que effectivement, cette défense des Celtics, elle est en capacité de bien gêner les prises de tir à 3 points adverses. Et ça peut être un déterminant très intéressant dans cette série, la capacité des Celtics à bien contester les tirs de loin. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est cette défense classée seulement 16e et seulement 22e pour ce qui est de la protection du cercle et des tirs à mi-distance. C'est des autres compartiments que cette attaque de Cleveland elle aime utiliser, et c'est d'autres compartiments dans lesquels l'attaque de Cleveland excelle. Certes, les Celtics vont bien défendre et vont réussir à forcer des tirs manqués en face. Mais n'oubliez jamais qu'un stop défensif n'est validé que dès lors que vous avez arraché le rebond défensif. Et les Celtics, ils ne sont que la 27e équipe de la NBA au rebond défensif. Et l'une des autres composantes très importantes quand vous affrontez cette équipe des Cavs, c'est la capacité à priver Cleveland de rebond offensif. Combien de fois on a vu cette année cette équipe des Cavs survivre à des fins de match tendues grâce à des rebonds offensifs comme ça arrachés par des Tristan Thompson, par des LeBron James, qui ont donné une deuxième opportunité de tirer et qui ont permis aux Cavs de marquer des points en deuxième intention. Donc d'un côté, Boston est en capacité de bien gêner les tirs à 3 points de Cleveland, mais de l'autre, ils ne sont pas extrêmement bien armés pour verrouiller le rebond. Ils vont peut-être laisser les Cavs avoir des rebonds offensifs, même si Cleveland n'est pas spécialement une excellente équipe de rebonds offensifs, ils feront mieux que les Celtics, et finalement ce que vous avez pris d'un côté, vous le rendez de l'autre, et tout ça a tendance à se rééquilibrer un petit peu. Si on s'intéresse maintenant à cette équipe des Celtics, cette équipe des Celtics, voyez qu'elle est également dans une constitution de son attaque, de sa sélection de tirs, où on va beaucoup miser sur le tir à 3 points. Moins sur le tir à mi-distance, mais plus sur les paniers tentés in the paint et tout près du cercle. Donc on retrouve finalement du côté des Celtics, qui est une autre marque de cette NBA moderne, c'est un schéma d'attaque beaucoup plus binaire, avec soit du tir à 3 points en volume, soit des paniers tentés tout près du cercle, un petit peu à l'image des Houston Rockets. Les Celtics sont clairement dans cette optique-là, avec un petit peu de tir à mi-distance. Ils n'ont pas complètement occulté le tir à mi-distance, mais globalement, vous avez 80% des tirs, même 85% des tirs qui vont être soit dans la raquette, soit à 3 points. Pour vous donner une idée, vraiment que vous ayez les grandes lignes, c'est la 3e équipe de la NBA qui tente le plus de tirs à 3 points, et au-delà de ce volume de tir à 3 points qui est conséquent, et c'est encore monté en intensité et en puissance durant les playoffs, les autres tendances sont équilibrées. J'ai tout analysé, tout regardé, il n'y a pas un compartiment qui est plus marqué qu'un autre dans la sélection de tirs des Celtics. Globalement, si on analyse la shooting chart de Boston, eh bien effectivement on retrouve de l'adresse et de la belle adresse pour ce qui est des tirs à 3 points. Par contre, les finitions près du cercle, on est dans la moyenne, et dès lors qu'on va sur le côté gauche, eh bien vous voyez, ça c'est assez marrant, on a vraiment un schéma à la double face, avec un côté droit très belle adresse et un côté gauche où c'est beaucoup plus bleuté, donc c'est beaucoup plus maladroit que la moyenne NBA. Globalement, cette équipe des Celtics, elle a le 4e meilleur pourcentage à 3 points de la ligue pour les tirs tentés ici dans le coin, et sur toutes les autres positions du terrain, cette équipe des Celtics, elle va osciller entre la 12e et la 18e place, donc on est moyen dans tous les autres compartiments du terrain pour ce qui est de l'adresse au tir. D'une manière générale, cette équipe des Celtics est la 15e adresse pour les paniers tentés dans la restricted area et la 17e adresse pour ce qui est des 3 points tentés above the break. Donc on a du volume à 3 points côté Celtics, mais on n'a pas le niveau d'efficacité que peut avoir cette équipe de Cleveland pour sanctionner au-delà de la ligne à 3 points et pour finir fort près du cercle. Et comment cela match avec la défense de Cleveland? Eh bien la défense de Cleveland, finalement, même si les Celtics ne sont pas super adroits dans les deux compartiments qui sont les deux composantes principales de son attaque, donc
au cercle et à 3 points above the break, eh bien, on a la 20e défense et la 25e défense côté Cavs. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette confrontation, c'est vraiment une confrontation où l'attaque va complètement prendre le pas sur la défense, parce que même si les Celtics ne sont pas spécialement adroits dans ce qu'ils font le plus en attaque, opposé à la défense des Cavs, ils ont quand même un avantage comparatif. Vous voyez, si on analyse un petit peu la défense de Cleveland, vous voyez qu'on a beaucoup de rouge au-delà de la ligne à 3 points. On retrouve cette mauvaise défense, cette 25e défense de la NBA above the break. Donc above the break, c'est ça, hein, c'est le 3 points à partir d'ici jusque là. C'est dès lors qu'on est sorti du coin où la ligne est un petit peu plus proche. Et même, vous voyez, pour la défense in the paint, on est aussi en deçà des standards défensifs moyens de la NBA. On a vu la structure de l'attaque et la répartition de tirs des deux équipes. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant au play type, c'est-à-dire c'est la composition précise de l'attaque des deux équipes. Qu'est-ce qu'ils déroulent en attaque? Quel type d'action ils utilisent en attaque pour trouver un panier? Je vous propose qu'on continue avec les Celtics. On vous les avait déjà présentés dans la preview face aux Wizards, et souvenez-vous ce qu'on vous disait à l'époque, le mot d'ordre chez les Celtics, c'est polyvalence. C'est vraiment une attaque couteau suisse. Regardez ce camembert de répartition des différentes composantes de l'attaque des Celtics. On a quasiment un camembert homogène, mis à part ici le spot-up, les tirs de champ. C'est pas surprenant, on vient de vous le dire, les Celtics ils aiment tirer à 3 points. Et mis à part ici un petit peu de pick and roll, un petit peu de transition, tout le reste est très homogène. Et c'est ça qui fait la force finalement de cette équipe de Boston. C'est cette attaque couteau suisse où on a plein de lames différentes qu'on peut utiliser pour aller trouver de l'efficacité. Analysez maintenant les forces de cette attaque des Celtics par rapport aux forces défensives des Cavs. Vous avez ici en bleu l'attaque de Boston et en orange la défense des Cavs. On est sur l'utilisation d'un indice 100 qui est fourni par le site de la NBA, c'est le fameux percentile, qui permet d'avoir une idée de l'efficacité offensive et défensive des équipes dans les différentes play types qui composent leur attaque. Et ce qui est très impressionnant quand on regarde ça, eh bien c'est qu'on se rend compte que finalement l'attaque des Celtics surclasse complètement la défense des Cavs. L'attaque en bleu, la défense en orange, vous voyez qu'on ne voit quasiment pas de orange. Ça vient confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que on a clairement une série où les attaques vont prendre le pas sur les défenses. Il n'y a que finalement dans la défense des isolations, un tout petit peu dans la défense des cuts et un tout petit peu dans la défense des putbacks, c'est les claquettes au rebond offensif, que les Cavs peuvent jouer des coudes. Sinon, dans tous les autres compartiments, regardez le pick and roll, les post-up, les spot-up, la défense des sorties d'écran, la défense des Cavs est complètement reléguée. Si on s'intéresse aux trois composantes majoritaires de l'attaque de Cleveland, on arrive à quasiment 50% d'utilisation et on a un indice offensif de 186, là où les Cavs ont un indice défensif de 86. Donc dans la moitié des choses que font le plus les Celtics en attaque, eh bien il y a un très clair avantage à l'attaque de cette équipe de Boston. Et à contrario, vous prenez les autres composantes à l'exclusion des isolations, ce que les Celtics ne font quasiment jamais, et des divers, des miscellaneous, c'est les divers, donc les inclassables. Vous prenez toutes les autres composantes, donc le pick and roll poseur d'écran, le jeu d'eau au panier, les hand-off, les cuts, les off-screen, les putbacks, vous arrivez à 40% de la structure de l'attaque, et là encore, vous avez un indice offensif de 427 pour un indice défensif de Cleveland de 306. Donc on va dire dans 90% de ce que fait cette équipe de Boston en attaque, il y a un très net avantage sur ce que défensivement peut proposer Cleveland. Autre chose qui est très importante, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous jouez les Cavs,
la principale chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est la contestation des tirs à 3 points, parce que c'est le premier fonds de commerce de cette équipe de Cleveland. L'autre chose, en raisonnant inversement, qui est primordial quand vous jouez les Cavs, c'est la capacité à avoir une attaque qui est riche en mouvement et où vous allez créer du mouvement sans ballon. Parce que cette équipe de Cleveland, on vient de le voir, ça n'est pas une très très bonne défense. Et je vous l'avais notamment montré dans les finales NBA de l'année dernière, je vous l'ai aussi montré cette année dans des petites vidéos d'analyse ou sur les réseaux sociaux avec des captures d'écran. Dès lors qu'il y a des séquences de jeu sans ballon dans le dos de la défense, dès lors que cette défense de Cleveland, elle doit communiquer un petit peu, eh bien elle est complètement perdue parce que vous avez des joueurs qui jouent beaucoup, des Irving, des Kevin Love, des J.R. Smith, qui ont un très mauvais QI basket défensif. Alors pour ce qui est de défendre leur vis-à-vis direct, ils sont pas mauvais. Pour ça qu'en défense de l'isolation, les Cavs sont pas mauvais. Mais dès lors qu'il faut aller communiquer en défense, changer sur des écrans non porteurs, bref, dès lors qu'il faut mettre en place une défense collective, cette défense des Cavs, elle est souvent prise en défaut. Pourquoi c'est très important quand vous jouez les Cavs d'avoir une attaque qui est prolifique? Et pourquoi c'est le cas ici avec les Celtics? Vous voyez que c'est la deuxième équipe qui en moyenne par match produit le plus de passes après les Sixers et devant les Knicks. Vous allez me dire, attends, que font les Knicks ici, Blight, avec Melo et Rose qui sont des monopoliseurs de ballon, ils font pas de passes. Oui, c'est vrai. Par contre, dès lors qu'il y a les remplaçants, souvenez-vous, ils jouent vraiment en triangle et derrière le ballon circule bien. C'est pour ça que je vous disais, côté Knicks, les remplaçants ont toujours fait du meilleur boulot que les titulaires. Mais les Celtics ont donc l'une des attaques les plus riches en passes et les plus riches en mouvement de la NBA. Et pourquoi c'est très important face aux Cavs? Parce que face au top 10 des équipes faisant le plus de passes en attaque, donc le top 10 ici, en ne conservant que les équipes de calibre playoff. Parce que bien sûr, si on garde les Sixers, si on garde les Knicks, si on garde toutes ces équipes faibles, ça tronque la donne. On garde que les équipes qui font les playoffs, qui sont dans le top 10 des équipes qui font le plus de passes. Et bien Cleveland a un bilan de 6 victoires pour seulement 12 défaites en 2016-2017. Donc ça renforce l'impression et l'intuition que j'avais eue en regardant cette équipe des Cavs et en voyant la défense collective de l'équipe qui est souvent extrêmement faible, extrêmement débordée, dès lors qu'il faut défendre une attaque qui est structurée, qui est riche en mouvement. Eh bien, c'est confirmé par les résultats sportifs de cette équipe. 6 victoires pour 12 défaites, 33% de victoires face aux équipes qui font beaucoup de passes décisives. Et les Celtics, ils ont une attaque qui est riche en mouvement et ils peuvent proposer comme ça quelque chose de beaucoup plus complexe à défendre que les Cavs. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas, c'est pas pour minimiser la performance de Cleveland, mais les Pacers et les Raptors, c'était, et ça n'est pas pour dénigrer ces deux équipes, mais c'était des équipes qui étaient très faibles. Qui étaient très faibles parce que leur attaque, elle était extrêmement statique, que ce soit côté Pacers ou que ce soit côté Raptors. Et finalement, cette attaque statique était extrêmement facile à défendre pour une équipe de Cleveland qui n'a pas eu besoin finalement de beaucoup travailler sa défense. Il suffisait de surcharger côté ballon pour neutraliser les attaques adverses. Ça sera beaucoup moins vrai face aux Celtics et c'est pour ça que c'est intéressant. A contrario, si on analyse la structure de l'attaque de Cleveland, eh bien on constate la même disproportion finalement entre qualité d'attaque et qualité de défense. Vous voyez, il y a toujours en bleu l'attaque des Cavs, en orange la défense des Celtics, et vous voyez qu'on a toujours une attaque qui domine très très largement la défense. Il y a vraiment des pans entiers de l'attaque des Cavs qui semblent être promis pour être très très mal défendus par la défense des Celtics. Par contre, attention, il y a quand même une chose que cette équipe des Cavs fait relativement beaucoup, c'est des spot-up et de la transition. Et bien sur les spot-up et sur la transition, la défense des Celtics, elle est pas si mal. Elle est pas si mal, donc c'est à tempérer. Mais une nouvelle fois, au même titre que quand on avait analysé l'attaque des Celtics, cette attaque
des Cavs, elle domine très largement la défense de Boston. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Quand on prend les 3 composantes les plus importantes en volume d'utilisation de Cleveland, eh bien on est à 51,6%. Et on a un ratio attaque de 262 pour 213. Donc on a une domination de l'attaque des Cavs, mais elle n'est pas si marquée que ça par rapport aux qualités de défense des Celtics. Donc finalement, dans ce que Cleveland fait le plus en attaque, les Celtics, même s'ils sont plus faibles défensivement, ils sont pas si loin que ça. Et ça, c'est la variable importante à avoir en tête. D'une manière générale, l'écart entre qualité d'attaque et qualité de défense, il est plus marqué côté Cavs que côté Celtics. En gros, la défense des Celtics sera un petit peu moins à la rue face à la défense des Cavs que l'inverse. Globalement, quel bilan il faut tirer de cette confrontation? On a très clairement des deux côtés une attaque qui va surclasser ce que la défense adverse peut proposer. Les clés de la rencontre, elles sont simples, c'est le pourcentage à 3 points. Ça va être l'équipe qui shoot le mieux au-delà de la ligne à 3 points et ça va être à l'équipe qui contrôle le plus le rebond. L'équipe qui sera plus maladroite à 3 points, il sera battu au rebond, perdra cette série ou perdra les matchs clés de cette série. Et comme toujours, dans un choc d'attaque, parce que c'est ce qu'on a là, c'est ce que je viens de vous montrer, on a clairement sur le papier un choc d'attaque. La clé dans un choc d'attaque, c'est à l'équipe qui arrivera à le mieux défendre. L'équipe qui, dans une orgie de points, arrivera à arracher 2 ou 3 stops défensifs de suite dans une fin de match serrée, remportera la rencontre et à terme remportera la série. Donc, choc d'attaque, la clé, 3 points, rebond, et le déterminant, c'est qui arrivera à le mieux défendre. Et quand on a analysé, souvenez-vous tout à l'heure, les ratios attaque-défense par rapport à la sélection de tir et par rapport aux play types, on avait quand même l'impression que la défense des Celtics était un petit peu plus en capacité de contrer l'attaque des Cavs que inversement, la défense des Cavs était en capacité de contrer l'attaque des Celtics. Ces finales de conférence Est 2017, elles vont être très intéressantes parce qu'on va enfin voir une équipe digne de ce nom affronter les Cavs et on va donc enfin voir Cleveland dans des situations où l'équipe va être un petit peu exposée, va être un petit peu mise en danger, notamment grâce à la capacité des Celtics à créer du mouvement avec du jeu sans ballon, avec une belle circulation de la balle, avec aussi une belle capacité à sanctionner au-delà de la ligne à 3 points. Ça va être des finales de conférence qui sont clairement placées sous le signe de l'attaque, des matchs minimum en 110 points des deux côtés durant toute la série. Les clés, je vous l'ai dit, le 3 points, le rebond, et ça sera à l'équipe qui arrivera finalement à le mieux défendre. Je suis incapable, après l'analyse des stats avancées, après avoir passé pas mal d'heures à décortiquer tout ça, je suis incapable de donner un favori plutôt qu'un autre. Je pense que les deux équipes, c'est vraiment un choc. Là, pour le coup, c'est vraiment un choc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un choc asymétrique, comme ça pouvait l'être entre les Spurs et les Rockets. C'est vraiment un choc quasiment de deux jumeaux. Et ça promet une série passionnante. Ça va être très 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 intéressant à suivre. Même si beaucoup donnent les Cavs favoris, je peux vous assurer que Cleveland ne suivra pas les Celtics. Ça ne se jouera pas en 4 matchs, ça ne se jouera vraisemblablement pas en 5 matchs, ça se jouera en 6 ou 7 matchs. Les Celtics ont déjà été testés durant ces playoffs. Face aux Bulls, menés 2-0, face aux Wizards, poussés dans un match 7, et ils ont répondu présent. Les Cavs, ils ont été un peu challengés face aux Pacers, mais n'oubliez pas que les Pacers, c'est ce que je vous disais à l'époque, c'était l'une des équipes les plus faibles de ces équipes qualifiées pour les playoffs, et parallèlement c'était une équipe qui finalement matchait très très bien avec cette attaque des Cavs parce que c'était une attaque
très statique avec beaucoup de hero ball, ce que Cleveland sait très bien défendre. Là avec les Celtics c'est un tout autre morceau et ça va vraiment être passionnant, ça va être une finale de conférence qui va nous tenir en haleine avec, j'espère, des matchs serrés et des vrais chocs de superstars. On suivra tout ça de très près. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.